est sur un marché qui a vécu typiquement ce que les marchés détestent, c'est-à-dire un changement brutal de fonctionnement. Le crédit reste un levier, notamment quand on est investisseur sur des biens locatifs. On a des banques qui vont être OK pour financer avec ou sans apport. Pour aller chercher ces dérogations au-delà de 40% d'endettement. Si on n'a pas travaillé ces dossiers en bonne et due forme, on n'a pas 50 chances en général pour présenter de la même bonne manière le dossier. Quand le client, entre guillemets, a cramé sa cartouche, c'est fini. Christophe, Gilles, bonjour. Bonjour. Bonjour Julien. Je suis ravi de faire ce podcast avec vous. Christophe, on se connaît depuis 2019, je pense. 2019, à l'époque où j'étais venu dans vos bureaux autour de Toulouse pour chercher du financement. À l'époque, ça n'avait pas marché ensemble, mais depuis, on est resté en contact. Et donc, du coup, aujourd'hui, quelques années plus tard, je suis ravi de vous rencontrer. On a gardé une bonne relation. Et aujourd'hui, avec tous les deux, avec Gilles, je suis ravi de parler d'Access Finance et d'avoir votre vision du marché, du monde du courtage, du financement bancaire, de ce qui s'est passé en 2023, qu'est-ce qui va se passer en 2024. Bref, beaucoup de sujets à discuter. Donc, je trouve ça très intéressant pour les auditeurs qui s'intéressent à l'immobilier. Avant de rentrer dans les détails, Christophe, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter ? Bien sûr, Julien. Merci tout d'abord à vous de nous accueillir ici. C'est toujours un plaisir dans le cadre de notre partenariat. Effectivement, donc on s'est connus peut-être même 2018 sur votre dossier personnel à l'époque en termes de recherche de financement. En ce qui me concerne, ça fait une grosse dizaine d'années maintenant que j'ai intégré donc, la société Access Finance sur une formation commerciale au départ et gestion du patrimoine également. Licence en gestion du patrimoine, et donc je me suis spécialisé vraiment dans le courtage, c'était en 2011, et puis depuis j'évolue en tant qu'expert immobilier, expert financement immobilier aujourd'hui au sein de la société Access Finance. Et depuis peu, mais on y reviendra je pense, nous avons également ouvert une branche patrimoniale sur laquelle j'interviens dans le cadre de la gestion du patrimoine, puisque nous sommes de plus en plus sollicités par la plupart de nos clients sur cet aspect-là. Ok, excellent, très intéressant. Hâte de découvrir la suite. Et donc, du coup, tu es accompagné de Gilles. Tout à fait. Si tu peux te présenter. Bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, je suis Gilles Simoneau, je suis le responsable et le fondateur d'Access Finance, du cabinet Access Finance. Et effectivement, Christophe nous a rejoint quasiment à l'origine. Access Finance fait suite à un autre cabinet dans lequel j'intervenais précédemment. Pour faire simple, ça fait 20 ans, depuis 2003 maintenant, donc plus de 20 ans, que je suis courtier en crédit. Quelques mois sur la région parisienne pour apprendre le métier, et ensuite je suis venu m'installer à Toulouse, à une époque où le courtage en crédit était quand même pas extrêmement connu. Il y a 20 ans, ça fait un peu ancien combattant, mais à l'époque, les gens ne connaissaient pas forcément ce métier-là. On avait du mal des fois à être reçus, mais en même temps, c'était des grandes heures d'immobilière, notamment sur la région toulousaine. C'était un moment où les prix et l'immobilier se développaient à toute vitesse, les prix augmentaient très fort, beaucoup de construction, beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de nouveaux arrivants. Donc c'était une période assez faste pour l'immobilier en général, pour le crédit en particulier et le courtage en crédit. Okay. Voilà, donc ça c'est un métier que j'exerce maintenant depuis 20 ans, après quelques années, 3 ans d'expérience en tant que consultant pour le groupe Altran, en tant que consultant sur les activités de commerce, consultant en formation commerciale. Donc, beaucoup d'expérience immobilière, financement, et aujourd'hui, plus de 20 ans, ça fait plus ou moins combien de transactions de clients financés partout en France? J'imagine qu'il n'y a pas que Toulouse. Alors, on est évidemment dans une relation de proximité, surtout. Encore une fois, il y a 20 ans, on n'avait pas les moyens, là aussi ça fait vieux combattant, mais à l'époque, les smartphones n'existaient pas. On communiquait bien par mail, mais on n'envoyait pas des dossiers complets par mail ou très peu. Bref, on faisait beaucoup en papier, en présentiel, on rencontrait les clients. Donc forcément, on était sur une activité qui restait quand même limitée sur la région toulousaine. Mais à force de travailler dans la qualité, on a aussi beaucoup de recommandations, beaucoup d'anciens clients qui nous ont recommandé dans la famille, des proches, ou qui tout simplement ont été mutés ou ont déménagé dans d'autres régions de France. Et donc effectivement, on a une activité qui est France entière. L'argent, contrairement à l'immobilier, bouge beaucoup plus facilement. Voilà, donc on a une activité... Donc demain, vous pouvez à la fois financer un client qui n'est pas forcément à Toulouse et à la fois financer un bien, chercher du financement pour un bien qui n'est pas à Toulouse. Complètement, donc tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est une force, effectivement, un avantage certain en termes de positionnement. Très intéressant. Et donc du coup,
au sein du groupe aujourd'hui, c'est quoi les activités principales que vous avez créées? Parce que du coup, il y a une filiale. Oui. Alors, on a donc le siège social est sur Cugnot, à côté de Toulouse. On a aujourd'hui une petite dizaine de collaborateurs salariés qui managent et qui pilotent l'ensemble, qui produisent, comme Christophe, qui fait du crédit tous les jours. Pour donner un ordre de grandeur en temps normal, là c'est un peu particulier cette année, mais en temps normal, on boucle à peu près 300 dossiers par an avec cette équipe-là. Okay. Donc voilà, ça fait le calcul sur une vingtaine d'années pour avoir un peu le volume de clients qu'on a pu financer. Et puis après, on a quelques commerciaux répartis partout en France, qui vont aussi être, là, qui ne sont pas salariés, qui sont indépendants et qui peuvent intervenir sur différents marchés, différents endroits, différents secteurs. Mandataires des mandataires, tout à fait. Voilà, qui vont intervenir pour défendre les intérêts ou les produits ou les services d'Access Finance. Voilà, sur le terrain, ouais, tout à fait. Okay. Voilà, donc 300 000 transactions. 300. Ouais, non, pardon, 300 transactions. Finalisées par an en moyenne depuis 20 ans. Sur l'équipe salariée. Sur l'équipe salariée, sans compter les mandataires. Les mandataires, voilà. Donc on dépasse les 1000 dossiers par an quand on prend l'ensemble de l'équipe. Ouais. Excellent. Et est-ce que, du coup, ça a été, comme vous avez dit, c'était des années fastes, du coup, peut-être sur les 10 premières années, et les 10 dernières années étaient aussi rapides, et là, récemment, on a subi... est-ce que vous avez vu de l'évolution Ah oui, forcément. Donc, on pourrait couper en trois grandes parties, je dirais. Les années un peu pionnières, où on était peu nombreux en courtier, où le métier était peu connu. C'est des années où c'est assez symbolique. Quand on allait au salon de l'immobilier, on avait des agents immobiliers qui vendaient des biens et quelques courtiers qui apportaient éventuellement leurs prestations à ces agents immobiliers ou à des promoteurs pour conseiller les clients sur la partie financière. Ensuite, on a eu une deuxième époque, un peu de maturité. Et surtout, on avait des banquiers. Au salon de l'immobilier. Il y avait aussi des banquiers qui étaient présents. Courtiers, mais les banquiers étaient présents. Étaient aussi présents aussi. Voilà. En recherche de projets de clients à financer. Exactement. Tout à fait. Voilà. La deuxième grande phase, ça a été effectivement une phase un peu de maturité, où on a eu un marché avec pas mal d'intervenants structurés, des enseignes qui étaient connues, qui se sont développées. Ça, c'est 2010. Là, je dirais qu'on est... Oui, c'est ça. C'est les années 2010 à 2008, après les subprimes. Exactement. Relancement de l'activité. Exactement. On a eu cette année-là, peut-être un petit peu avant, mais déjà un peu avant les subprimes, on avait déjà eu des grandes enseignes qui s'étaient installées, qui s'étaient développées. Les grandes enseignes comme Meilleur Taux, tout ça, qui peut-être avec l'ère du numérique, Internet se lance et petit à petit... Exactement, qui ont développé. Alors après, c'est une montée en puissance aussi, c'est-à-dire que Meilleur Taux, par exemple, pour ne pas les citer, ont ouvert leur première agence à Toulouse, puis après ils en ont ouvert une, je crois, sur Blagnac, enfin voilà, ils ont ouvert plusieurs agences, Muret, etc. Donc ça s'est fait progressivement. Et même si ces enseignes-là étaient un peu pionnières, cette enseigne-là, il y en a d'autres qui ont suivi derrière. Pas forcément parler des confrères, mais ils se sont développés au fur et à mesure les uns derrière les autres. Voilà. C'est intéressant de savoir, parce que même, après on va parler du métier du courtier en financement, et sa différence avec du coup le mode de fonctionnement bancaire des banques traditionnelles, mais on va pas les reciter, mais comment est-ce que, si on demande de choisir un courtier, qu'est-ce qu'il faut regarder en fait? Pourquoi faire appel à une grande enseigne nationale plutôt que peut-être une entreprise qui est plus... même si elle est nationale, mais elle va être à une autre taille, mais du coup le fait d'avoir cette structure plus petite doit apporter certains avantages. Bien sûr. Donc quoi regarder quand on doit choisir, quand on doit faire appel à un courtier? Je vais te répondre toi, Christophe. Effectivement, en fonction des positionnements de chaque enseigne, je pense qu'on peut apporter différentes plus-values, même si nous intervenons au niveau national, parce que nos clients, on a des demandes un petit peu partout en France, effectivement. Je pense que, en tout cas, nous, on le vit comme ça, et c'est le retour qu'on a des clients et de nos partenaires, puisqu'on l'a vécu ensemble, Julien, à une certaine époque, on a vraiment une proximité. Ça, je pense que c'est déjà très important. Cette proximité va générer certaines formes et qualités, je pense, en termes de conseils. Et de temps. Et de suivi parce dans la durée. Le temps qu'on passe ensemble, je pense que ce n'est pas comparable avec une autre enseigne qui... Ou une simulation bancaire, pour comparer un petit peu à l'état d'esprit, effectivement, et l'historique qui va se créer, justement, dans la relation. Puisque, comme disait Gilles précédemment, on a des clients qu'on suit depuis, les premiers clients pratiquement depuis une vingtaine d'années, qui nous sollicitent encore. Et d'ailleurs, c'est toujours assez surprenant de se dire, on a un appel, parfois on se regarde avec Gilles, vous vous rappelez de tel client, on remonte un petit peu sur les archives. Et donc, c'est vraiment une histoire. Parce que le crédit, c'est une histoire de vie. L'immobilier, c'est une histoire de vie. Et ce sont toujours des anecdotes, des histoires finalement
qu'on achète un bien ou qu'on fasse un financement, c'est toujours une histoire particulière. Chaque dossier est une histoire dont se souviennent en général aussi bien les clients que nous, souvent d'ailleurs. Il y a toujours des anecdotes parce que pour telle raison le dossier a été compliqué ou pour telle raison le client venait chercher autre chose. Au final, au dernier moment, sa banque finalement ne l'a pas suivi, etc. Il y a toujours une anecdote, quelle qu'elle soit, et dont on se souvient en général tous. Et je pense que c'est une des principale différence, je dirais, avec le process un petit peu soit bancaire. La volumétrie, bien sûr, peut-être fait que ces histoires n'ont pas assez de temps pour prendre forme aussi, peut-être. Hein. Ou certaines grosses enseignes où la volumétrie, peut-être aussi, fait que on passe un petit peu moins de temps sur les dossiers en termes de connaissances clients, parce que c'est quand même la base d'un dossier. Et pour bien défendre un dossier, je pense que déjà, il faut bien connaître son client. Et parce que là, si on vient du coup au rôle du courtier, à la fois, il va conseiller peut-être sur le montage, mais aussi défendre le dossier auprès de ses partenaires. Est-ce que peut-être on peut avoir quelques mots pour bien comprendre à la fois le rôle et votre implication chez Access Finance dans chaque dossier que vous... Juste pour préciser le rôle et rebondir un peu sur ce que disait Christophe, mais ça va faire écho. J'ai souvent tendance à expliquer que notre métier, notre rôle, c'est d'être l'avocat du client emprunteur auprès du banquier prêteur. Donc ça veut dire qu'effectivement ça passe, et je fais juste que paraphraser ce que disait Christophe, ça passe par une très bonne connaissance entre guillemets intime du dossier du client. Donc ça dépasse le stade du formulaire. On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même la digitalisation du métier apporte quand même beaucoup de gens qui travaillent sur des formulaires. Sauf qu'au-delà du formulaire, il y a beaucoup, et même des documents écrits, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut rajouter à côté. Je ne vais pas vous raconter des tas d'histoires qu'on a pu avoir, mais il y a plein de choses qui se passent en dehors des documents, en dehors de l'écrit, en dehors du formulaire. Et donc ça, c'est un élément qui en amont est très important. Et également le deuxième mot très important, c'est le conseil. Et ça aussi, que ce soit quand on connaît bien l'histoire du client, on est à la fois capable de l'aider à faire les bons choix, donc le conseil pour lui, et être de bons avocats pour défendre le dossier au niveau du banquier. Et je pense que c'est ça qui fait la vraie différence d'un cabinet comme le nôtre. On n'est pas les seuls en France, bien évidemment, mais par rapport à peut-être des plus grosses structures où on va avoir un peu moins d'attention portée sur la formation des conseillers, sur cette dimension humaine du dossier. Et encore une fois, je reprends le terme de Christophe, c'est un dossier, c'est une histoire. Et c'est vrai que quand on a des clients qui nous rappellent 5-10 ans plus tard, des fois, moi, sans document, sans pièce, sans rien, juste je me rappelle l'histoire. Je me rappelle que l'enfant était malade à ce moment-là, que la dame était enceinte et que juste elle allait accoucher, il fallait qu'on se dépêche pour signer ce jour-là, que monsieur était en mutation, que attendez la fin de sa période d'essai. Enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent se produire. La donation venait d'un grand-père qui avait donné de l'argent parce qu'il s'était saigné pour ses petits-enfants. Des tas de choses comme ça qui font qu'on se rappelle de l'histoire. Et du coup, quand la personne rappelle, elle dit oui, je me rappelle très bien de vous parce qu'il s'était passé quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment différent, je pense, qui nous différencie. Et surtout, Christophe, ça fait 2018 du coup qu'on est en relation. Alors je connais pas les autres, mais j'imagine qu'il y a beaucoup plus de turnover que sur un système à la fois peut-être de mandataire lié à la volumétrie, peut-être plus de pression, peut-être moins de moyens, moins de formation, et sans même parler des banques, de la banque postale par exemple. Est-ce que leurs conseillers sont formés adéquatement, ou la banque postale ou une autre banque, mais le niveau de service et le niveau de relation est certainement une force, je pense, d'un cabinet plus petit, à taille humaine, qui a moins de turnover et qui prend plus le temps. Donc ça, c'est génial. Ça. Et du coup, après, sur le rôle en lui-même, donc vous allez récolter les pièces nécessaires à monter le dossier. Corrigez-moi si j'oublie quelque chose, et conseiller sur la structure du dossier, les éléments à aller chercher, la durée, l'apport, pas l'apport, les garanties, les assurances, et donc ensuite aller prospecter des financements. Et ça, qu'est-ce qui se passe en fait concrètement quand vous avez un dossier? Comment est-ce que vous montez le dossier? Avec qui vous travaillez? Pourquoi vous travaillez avec telle banque et pas une autre? Alors toutes ces étapes, Julien, effectivement, avant de les reprendre pour expliquer un petit peu notre métier concrètement, elles se résument de manière générale dans les plus-values finalement qu'on peut amener à nos clients. 3 piliers essentiellement, hein, on le dit souvent, et effectivement c'est comme ça que je commence toujours mes entretiens puisqu'on rentre un petit peu dans le concret. Déjà c'est l'aspect expertise au conseil, donc on vient d'en parler. Comment le client, quel est son dossier, quelles sont les spécificités de son dossier,
que ce qu'il vient chercher. On n'a pas toujours la même problématique ou le même souhait. On a parfois des dossiers très qualitatifs. Là, on ne parle pas tellement d'une problématique d'octroi de crédit, mais bien de conditions. À l'inverse, on a certaines spécificités de situation personnelle ou professionnelle qui font que les clients peuvent être en difficulté sur l'octroi d'un crédit. Donc c'est vraiment très important cet aspect-là, expertise de conseil, et on va vraiment l'adapter sur ce qu'on appelle un plan de financement. Recevoir le client, faire une découverte complète et exhaustive de toutes les composantes, qu'elles soient familiales, professionnelles, patrimoniales, d'endettement, d'épargne, et aller même plus loin sur les aspects personnels parfois. Vous le faites là donc en tant que courtier en financement, mais aussi comme il y a d'autres casquettes sous le chapeau de Access Finance. J'imagine que ça peut aussi alimenter, contribuer à avoir de meilleures data d'analyse. Lorsqu'on regarde la situation patrimoniale d'un client en sa totalité, ça donne, à l'inverse, encore une fois, d'un simple banquier qui va regarder que la situation pure pour du financement. Là, vous allez avoir une vue transverse à orienter le client, j'imagine, du coup, sur son financement, mais aussi sur peut-être d'autres solutions. Mais tout à fait, c'est-à-dire que vous venez de le dire, Julien, la différence déjà, pour comparer un petit peu à la démarche bancaire, on se rend compte qu'aujourd'hui, souvent, parce que c'est du temps, et le temps, entre guillemets, c'est de l'argent dans nos métiers, bien évidemment, et les banquiers sont quand même de plus en plus objectivés, et notamment le crédit devient un produit d'appel plus que jamais, puisque c'est tout ce qui est transversal, sur lequel, tous les produits transverses sur lesquels ils vont marger clairement. Donc aujourd'hui, quand le client vient déjà en disant, ou le prospect, j'ai un projet, souvent en tout cas, dixit les clients, souvent le banquier lui répond, mais vous viendrez préciser l'enveloppe quand vous aurez trouvé le bien, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas ce qu'on va financer. Nous on trouve que c'est un petit peu la démarche inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire comment aller chercher un bien si déjà on ne connaît pas son enveloppe. Ça nous paraît un petit peu aberrant. Mais c'est du temps, bien évidemment. Il faut faire l'effort de prendre 1 heure en moyenne sur un premier rendez-vous. Ça, c'est vrai pour des investisseurs immobiliers ou pour des résidences principales. Ou quelle que soit la typologie d'investissement. Effectivement. Voire même, est-il judicieux d'avoir appel et recours à crédit, parfois même. Parfois, c'est une question plus basique, mais finalement plus fine, avec des liquidités qui permettraient et ça, c'est du conseil de manière un petit peu générale. Donc on voit effectivement que le banquier souvent a cette analyse un petit peu, malheureusement n'a pas cette analyse a priori du dossier, voire même renvoie le client vers la dématérialisation. Faites votre simulation sur internet, ça fait gagner du temps à tout le monde. Le problème, Gilles en a parlé effectivement, c'est que tout ce qui est complémentaire à l'analyse purement chiffrée et factuelle, tous les éléments qu'on va découvrir par une découverte, on va dire, personnelle un petit peu, et certains éléments ayant une très grande importance souvent dans la manière dont on va les interpréter, les intégrer et les utiliser pour défendre le dossier auprès du banquier finalement, comment on va mettre à profit dans l'intérêt du client ces arguments. Ça, par Internet, entre guillemets, ou en dématérialisé, on ne peut pas. Et souvent, le client fait son approche personnelle, pour peu qu'il y ait une approche réelle avec le banquier. Et finalement, le dossier, on se rend compte qu'il est mal monté, voire pas monté du tout. Ou trop gros, ou trop... voilà, parce que l'approche n'a pas été bonne, et le discours vis-à-vis du banquier, finalement, n'a pas été le bon. Et comme on dit souvent, jargon un petit peu, quand le client, entre guillemets, a cramé sa cartouche derrière pour changer le discours, c'est fini. Si le dossier est mal présenté, on n'a pas 50 chances en général pour présenter de la bonne manière le dossier. Donc, première phase d'analyse, de collecte des données, de conseils sur le montage. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite, on collecte, effectivement. 2 cas de figure. Soit le client vient pour un plan de financement, c'est-à-dire il ne connaît pas son enveloppe. Donc là, on a collecté. On va livrer un petit peu nos conclusions et donc déterminer en général une enveloppe, voire différentes alternatives, donner du conseil au client en fonction de ce qu'il recherche, plusieurs solutions parfois en termes d'assurance, en termes de garantie. Certains dossiers au niveau des garanties réelles ou autres sont un petit peu plus fragiles ou atypiques. Donc là, nous aussi d'être force de proposition. Et donc soit le client n'a pas trouvé le bien et là il repart avec la solution, en tout cas l'enveloppe pour se mettre en recherche immobilière, et on en reste là tant qu'il n'a pas trouvé. Et ensuite le client en général, fort du conseil, reviendra vers nous pour, une fois qu'il a trouvé le bien, enchaîner sur l'aspect pratique, commencer les démarches concrètes auprès des banques cette fois. Soit le client vient déjà avec un projet, un compromis signé ou en phase de lettre,
voire parfois bien avancé malheureusement, et certains refus. Bon, on y viendra peut-être tout à l'heure sur d'autres plus-values transverses qu'on peut avoir. Et là, en général, deuxième étape, une fois qu'on a collecté, on analyse le dossier à notre niveau. On prépare le dossier factuellement et physiquement, même si aujourd'hui on travaille énormément dématérialisé auprès de la plupart des financeurs, avec des plateformes sur lesquelles on peut télécharger l'ensemble des documents en général, y insérer nos notes de synthèse. Et ensuite, on présente le dossier, on le défend, on l'argumente, et on va essayer de chercher la meilleure solution, le meilleur coût de financement, et le meilleur montage, notamment quand il y a des financements un petit peu complexes et techniques comme le pré-relais par exemple. Et donc ça devient très intéressant parce que ça c'est ce qu'on peut imaginer, mais ce qu'on ne voit pas quand on est à l'extérieur, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez collecté les données, vous avez uploadé les datas dans un système, et à qui vous les envoyez, pour quelles raisons vous les envoyez à telle banque et pas à d'autres, comment ça fonctionne, les conventions que vous pouvez avoir avec certaines banques, est-ce qu'on peut partager quelques infos sur le nombre de conventions que vous avez, pourquoi, comment ça évolue, et quand vous appuyez sur le bouton, est-ce que ça envoie tout le monde, ou est-ce que vous appelez par téléphone tel conseiller de telle banque pour X ou Y raison. Concrètement, comment ça se passe à ce stade-là? Je répondre sur l'aspect partenariat un petit peu. Sur les partenariats, nous aujourd'hui on a une bonne trentaine, une quarantaine de conventions bancaires avec des banquiers de différents profils et sur différents secteurs de France. Ok, ça c'est national, donc 30 conventions sur des banques. Des banques, alors il y a des banques grand public, pour ne pas les citer, le Crédit Agricole par exemple, que tout le monde connaît, et puis des banques peut-être qui sont moins connues du grand public, comme la Banque Palatine ou Banque CKV, ou des banques un peu atypiques, qui sont moins connues du grand public. Par rapport à ces banques-là, en fait, elles ont chacune, ou par famille on va dire, elles sont adaptées ou elles sont en recherche de tel ou tel profil. Donc déjà, nous on va pouvoir faire un premier scoring par rapport à ça. Par exemple, on sait qu'il y a des banques qui sont plutôt appétentes à des primo-accédants, des jeunes avec plus ou moins de potentiel. On a des banques qui vont être OK pour financer avec ou sans apport. On a des banques qui vont être OK pour financer sur 15, 20 ou 25 ans. Certains niveaux de revenus. Certains niveaux de revenus. Certaines vont chercher, certaines banques un peu patrimoniales vont évidemment demander un minimum de 100 ou 150 000 euros de revenus annuels à bancariser dans les flux de placement. Du coup, ça, c'est un gain de temps certain pour l'investisseur ou l'emprunteur. Mais ça sous-entend que vous, au niveau du coup national, vous avez ces conventions et que toutes les agences de la banque au niveau national vont avoir les mêmes critères. C'est une politique au niveau groupe de la banque En général, il y a une politique groupe. Pour vous illustrer un peu, parce que votre question porte sur des choses concrètes, on a dans notre intranet un tableau Excel que j'appelle moi 4x3, donc qui fait une trentaine de lignes, et en colonne on doit avoir je crois 50 ou 60 colonnes qui reprennent les différents critères normatifs de la banque, des banques. Voilà, donc apport, pas d'apport, âge de début, âge de fin, couverture d'assurance ou pas couverture d'assurance, pénalité de remboursement, enfin bref, on va prendre tous les critères. Et ça c'est mis à jour régulièrement selon les changements politiques au sein des banques. En fonction des changements politiques, etc. Voilà. Et par rapport à ces règles, je dirais, génériques, il arrive que dans certains réseaux, les responsables avec qui on est en relation, ça peut être un directeur d'agence comme un directeur de prescription bancaire, ou voilà, ça va dépendre de chacun, un directeur commercial, peut avoir plus ou moins de marge de manœuvre. Par exemple, sur la négociation de la grille de taux, on va avoir un taux, on dit voilà, aujourd'hui c'est du 4,50, mais on sait que sur un dossier de qualité ou avec certains points forts, on peut téléphoner au directeur commercial en disant voilà, écoute, ce dossier-là, je pense que vu son profil, tu devrais faire un effort pour le capter et descendre à 4,30. Est-ce que tu en es d'accord? Et c'est là qu'on revient sur la bonne connaissance. Je prends un exemple tout bête, quelqu'un qui aurait un apport modeste, mais qui, par exemple, dans l'histoire, nous aurait expliqué qu'il est en attente d'un héritage. C'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en avant au niveau du banquier en disant, voilà, ce client, si tu le finances, que tu fais un geste, que tu l'as, sache que cette personne-là va recevoir un héritage de 100 000 euros dans les mois qui viennent. Donc, c'est toi qui vois, fais ton calcul pour voir si 100 000 euros que tu aurais de cet héritage capté dans ton épargne, ça ne payerait pas les 0,20 de taux que tu vas avoir en moins. Voilà, par exemple. C'est un exemple pour illustrer un peu la chose, quoi. Voilà. Une augmentation qui va venir, une évolution professionnelle, des choses comme ça qui vont faire qu'on va pouvoir remettre en avant. C'était très intéressant, mais je me suis aussi toujours demandé, imaginons, selon la grille que vous avez mentionnée, mon profil correspond à telle banque, vous allez l'envoyer du coup à qui exactement? Est-ce que c'est le bureau local qui représente la banque dans la ville, où se trouve l'investisseur, où se trouve le bien à acheter, ou comment vous choisissez? Est-ce qu'il y a un directeur d'agence en particulier, un conseiller qui est lié à ce tableau Excel? Comment on choisit la personne à qui où est-ce que vous l'envoyez avec plusieurs agences?
Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, comme disait Gilles, en fonction des groupes bancaires et des politiques groupes, on va dire, certaines banques, de plus en plus, sont quand même déclinées en banques régionales et déclinent donc leur politique sur les banques régionales, parce que beaucoup de banques aujourd'hui, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CIC, sont régionaux, sont des banques régionales, et donc forcément, la politique, même si la politique groupe nous octroie une convention, en fonction des banques régionales, les normes ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça, c'est important. Un dossier qui correspondra à Toulouse à la Caisse d'épargne ne correspondra pas forcément au niveau normatif à la Caisse d'épargne Île-de-France, avec qui on a aussi la convention, par exemple. Du coup, vous allez avoir des conventions par caisse. Après, il y a des ou par région. sous-normes aussi en fonction des banques régionales. Donc forcément, c'est pour ça que ça devient technique et c'est pour ça qu'on dit on a pas mal de partenariats parce qu'en fait, il y a des sous-partenariats entre guillemets, même si le partenariat national y est pour certaines banques. Après, on est sur du cas par cas en fonction de certaines banques régionales et au niveau normatif également. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, comment on va travailler nous concrètement? Effectivement, on va rentrer un petit peu, sans que ce soit péjoratif, un client, entre guillemets, dans une case en fonction de son apport, de tous les critères qui composent son dossier. Et ensuite, beaucoup de banques travaillent aujourd'hui de plus en plus quand même au niveau des centres de crédit, quand même, parce qu'ils souhaitent faire un gros filtrage, on va dire, en termes de volumétrie. Tu peux développer le centre de crédit? Centre de crédit, bien en fait, c'est un pôle crédit. Crédit Agricole, par exemple, dédiée. À son pôle crédit, pour chaque banque. D'analystes crédit. Oui. Ils ne font que ça. Et donc, c'est la porte d'entrée pour les courtiers, ce qu'on appelle la prescription. On s'adresse à ces pôles-là. Ces pôles-là ont pour but, par le biais de leurs analystes, d'analyser ces dossiers, de sélectionner les dossiers qui rentrent dans ce cadre-là ou pas. Donc de manière souvent, malheureusement, effectivement, et de plus en plus, vu le contexte, assez rigide. Donc en termes d'apport, en termes de revenus, en termes de gestion des comptes, voilà, la moindre virgule malheureusement souvent fait que c'est un élément et une raison de filtrage souvent. Et ensuite, ces pôles, à partir du moment où ils ont filtré et sélectionné éventuellement le dossier, transfèrent et transmettent le dossier en agence. Donc pour beaucoup de partenaires bancaires, sans faire du cas par cas, mais aujourd'hui, on est censé passer par les pôles financiers, effectivement. Donc je reformule. Donc chaque banque va avoir un pôle d'entrée dédié aux courtiers. Beaucoup de banques, oui. Peu importe gros, national ou plus petite structure. Vous rentrez par ce pôle-là au sein de la banque en question qui, elle, va ensuite, si ça passe le premier filtre, le renvoyer sur le bureau d'une agence. Une préétude un petit peu macro du dossier, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces pôles prescription ont une latitude d'intervention qui va pratiquement à 360. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont juste des chambres d'enregistrement, en gros qui comptent les bâtons et qui notent, tu m'envoies un dossier et qui le font suivre en agence derrière. Et il y en a d'autres effectivement qui vont l'instruire jusqu'à ce qu'on appelle dans notre jargon l'octroi, l'accord, pratiquement jusqu'à l'édition des offres de crédit et qui ne transféreront le dossier que lorsque le client devra ouvrir ses comptes et aller en banque, l'emprunteur. Voilà, donc on a ce panel très large. Et après, tout est gradé au milieu. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui reçoivent, comptent le bâton et puis font une première lecture rapide avant d'adresser le dossier. D'autres font une préanalyse et octroient des conditions commerciales avant de transmettre le dossier. Et d'autres analysent tout jusqu'au bout, voire certains, comme je vous disais, éditent les offres de crédit. Donc en fait, c'est le process qui va être choisi par la banque. Qu'on va discuter aussi parce que parfois avec certaines banques ils ont un process qui privilégie, mais nous aussi de par l'antériorité qu'on a avec 20 ans d'ancienneté, il y a des fois où on a des relations avec telle ou telle agence, tel ou tel directeur, et donc on va garder des relations directes quand même avec certaines de ces agences parce qu'il y a cet historique qui nous est reconnu et que l'interlocuteur souhaite également garder une relation directe avec nous, donc on va le faire valoir au niveau de la banque pour garder cette relation directe dans certains cas. Donc ça à la limite c'est du process en interne, c'est de la culture générale, je dirais, c'est intéressant. Mais en même temps, c'est un peu notre soupe et notre fabrication interne qui n'a pas forcément un impact, par contre, pour le client. C'est-à-dire qu'on passe par le pôle et que le pôle fonctionne comme ça ou ça, au final, le client, il vous parle à vous et il ne voit pas la différence. Mais c'est juste que, en tant qu'investisseur, pour comprendre. Moi, je me suis toujours posé des questions une fois que vous avez le dossier, à qui vous l'envoyez. C'est ça. Donc, c'était une petite curiosité. On va creuser encore un petit peu sur le rôle et le métier avant de parler du marché. Je voulais rajouter un élément important quand même dans le guide, parce que une de vos questions portait sur comment choisir l'interlocuteur, le partenaire. Il faut savoir qu'à partir du moment où on a déterminé que ce dossier est acceptable, dans le sens où il peut être accepté par une banque, il peut être octroyé par une banque, le critère qui va venir juste après, c'est l'intérêt du client.
Ok. C'est-à-dire que par rapport, quel que soit le process, que ce soit un process simple ou compliqué, à la limite, ça c'est notre soupe, c'est notre métier, on est là pour ça. Donc par contre, ce qui va nous guider, c'est qu'est-ce qui va être le plus efficace pour le client, en fonction de son besoin. C'est-à-dire que si on a une banque qui est un peu plus chère, mais qui est très réactive et que le client a besoin de réactivité, on ira vers cette banque-là, à l'instant où on parle. Parce qu'une banque peut être très réactive le lundi, bien sûr, non, en janvier, et en juin, être avec beaucoup de flux et ne plus avoir le temps, ou avoir dégraissé son équipe et être moins réactive. Voilà, donc à l'instant où on a le dossier, si un critère est important pour un client, je me rappelle d'une jeune femme qui était venue me voir il y a un paquet d'années, en gros elle avait déjà dépassé la condition suspensive, elle avait plus si jamais elle n'avait pas d'accord de crédit, elle devait payer une pénalité de 15 000 euros au vendeur parce qu'elle avait dépassé la condition suspensive, elle s'était laissée déborder. Quand j'ai eu le dossier le jeudi, présenté le vendredi, et que le samedi elle était en banque avec les offres de prêt en main, elle était contente de ne pas perdre 15 000 euros. D'accord. En plus, les conditions, voilà. Même si peut-être les conditions financières n'étaient pas les plus optimales. Oui, les conditions étaient très bonnes quand même. Ça dépend le cahier de charge, effectivement. Donc en fonction du profil du client, on va aller chercher soit de la réactivité, soit du taux d'intérêt intéressant, soit une bonne couverture d'assurance, soit une banque qui accepte avec peu d'apport, alors que le client souhaite ne pas avoir beaucoup d'apport. Pour les investisseurs, certaines banques parfois qui sont un petit peu plus enclines actuellement encore, éventuellement à suivre les investisseurs par certaines méthodes de calcul. Différentiel, c'est ça, voilà, ce genre de choses. Donc c'est ça qui va après nous faire le choix numéro 2. Enfin, le deuxième critère de choix, c'est ça. C'est en fonction du profil du client et du profil du dossier, vers où on doit aller pour répondre à là où les problématiques qu'on aura déterminées. Très clair. Merci beaucoup pour du coup cette super explication du rôle et du métier et des responsabilités du courtier en financement. Maintenant, la profession, comme toutes les professions liées à l'immobilier, en 2023 a rencontré, je pense, quelques difficultés. On va parler après des perspectives de 2024, mais de votre point de vue, 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la situation? Où est-ce qu'on en est? Voilà, on peut être dramatique ou réel ou voilà. On a la même vision, Gilles, dans tous les cas. Alors, moi, on n'est pas trop du genre à dramatiser, vous voyez qu'on le prend avec le sourire. Mais je dirais que là, depuis quelques mois maintenant, on se demande jusqu'où ça va s'arrêter en fait, tellement c'est la catastrophe. En fait, on a vu effectivement le marché se réduire, le crédit, on va revenir aussi tout à l'heure peut-être sur le pourquoi du comment, mais en tout cas le constat, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une discussion entre confrères sans qu'il y en ait un qui nous cite un confrère qui vient de fermer. On ne peut pas travailler avec un notaire sans qu'il nous parle d'un confrère ou d'un intervenant d'immobilier de manière générale d'ailleurs qui a fermé. On peut discuter avec un avocat, on peut discuter avec un mandataire judiciaire, on peut discuter avec un juge au tribunal de commerce, enfin bref, avec n'importe qui avec qui vous discutez, quelqu'un va vous citer une agence immobilière, un courtier en crédit, voire un notaire, voire un promoteur, voire un constructeur, voire un lotisseur, bref, tous ces intervenants, même aujourd'hui les géomètres, les gens qui font les diagnostiqueurs, tous ces métiers, certains artisans sont en perte de vitesse, voire en liquidation ou en arrêt d'activité. Alors, est-ce que du coup, on a des explications à ce phénomène ? Alors, l'explication, en fait, on est typiquement, je pense, si on prend un peu de recul, même si on a vécu là déjà 2 ans, on a un peu de la tête dans le guidon, si on prend un peu de recul, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on est sur un marché qui a vécu typiquement ce que les marchés détestent, c'est-à-dire un changement brutal de fonctionnement. On est passé en quelques mois, en une année à peu près, sur l'année 2022, d'un fonctionnement où le crédit était le moteur de l'activité, avec des taux d'intérêt extrêmement bas, très clairement entre nous, anormalement bas. Mais en tout cas, c'était comme ça que ça fonctionnait, avec de l'argent moins cher que gratuit, puisqu'on avait des taux d'intérêt, dans certains cas, négatifs, pas au niveau des emprunteurs finaux, mais les banques empruntaient de l'argent en négatif, c'est quand même assez rare. Exceptionnel. On est même tombé certaines années sur de l'inflation qui était négative. J'ai plus la date en tête, mais je crois que c'était effectivement 2019 ou 2020, où on a une année d'inflation à moins 0 quelque chose. Donc on est sur un contexte qui était complètement hors de propos, tout à fait anormal, mais n'empêche qu'on a fonctionné sur plusieurs années comme ça. Le crédit ayant pour vocation de faire marcher l'économie, d'injecter de la liquidité sur les marchés, forcément on a injecté, c'est comme si on mettait du gasoil sans compter dans une machine, et donc la machine elle a tourné, alimentant l'inflation sur les prix de l'immobilier, avec des gens qui se sont intéressés à l'immobilier pour se dire si j'achète 100, demain je revends 110 et après-demain 120, donc je me lance dans l'affaire, quoi. Voilà. Concrètement, ce système-là devait s'arrêter un jour ou l'autre.
Personnellement, j'aurais bien vu un scénario où on mettait 3-4 ans avant de remonter les taux d'intérêt en les remontant de 0,10 tous les mois ou tous les trimestres. Les banques centrales européennes, américaines et les banques nationales comme la Banque de France ont choisi d'autres politiques qu'on s'explique difficilement vu l'ampleur des dégâts collatéraux. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'on a aujourd'hui une remontée des taux. En gros, pour faire simple, on a pris, pour si je caricature, 3% en 9 mois. Voilà, entre début 2022 et fin 2022. Même 4, parce que 1% à presque 5. Presque 5, entre 3 et 4% d'augmentation de taux. Tout cela étant croisé quand même, Gilles, avec un contexte géopolitique aussi assez particulier, puisque c'est ce qui a fait aussi que l'inflation a monté en flèche. Les guerres, c'est ça. Bien évidemment, entre Covid au départ, guerre en Ukraine, donc l'inflation, les matériaux, pas mal de choses qui ont flambé. Et du coup, les banques centrales, pour juguler l'inflation, un des leviers, une des armes, entre guillemets, c'est les taux, pour un petit peu dégonfler et freiner l'économie. Donc ça aussi a fait qu'au niveau géopolitique, cette donnée s'est croisée aussi, au niveau de tout ce qui s'est passé récemment, au niveau macro un petit peu, et donc inflation et donc hausse de taux très 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 rapide de la part des banques centrales. Mais du coup, si je résume et si je comprends bien, on était quand on prend encore un peu plus de recul, on était dans un dynamisme très fort. Donc il y avait toute une industrie, des agents immobiliers, aux notaires, aux promoteurs, aux diagnostiqueurs, aux courtiers. Donc tout le monde se lance dans l'immobilier étant donné que c'est l'Eldorado. L'argent est pas cher, on investit. Du coup, c'est une industrie très prometteuse, très porteuse. Bon, sauf que c'était peut-être un petit peu trop exagéré, avec de l'argent vraiment pas cher du tout, et qui économiquement ne pouvait pas tenir très longtemps. Inflation, etc. Donc, ils prennent la décision de remonter les taux de manière très rapide. Et évidemment, tout ce petit monde qui était arrivé dans le secteur de l'immobilier fait face à un principal problème, la hausse des taux. En réalité, le problème, la conséquence de la hausse des taux qui amène à la situation actuelle où tout ce petit monde est en situation très complexe, c'est qu'en réalité, les particuliers, mécaniquement, il n'y a rien qui bloque. C'est juste que les gens n'ont plus autant d'énergie, de ferveur à faire de l'immobilier, à investir. Il y a moins de transactions, ils pourraient en faire, mais ils ont moins envie de le faire étant donné que les prix sont hauts et les taux sont hauts. Alors il y a 3 leviers en fait. Ce que vous citez là, c'est un des leviers. Je dirais, on pourrait caricaturer ou appeler ça le côté psychologique. C'est-à-dire qu'on passe d'un Eldorado à un marché plus compliqué, on a moins envie d'y aller. Voilà. Mais pour autant, vous avez raison, techniquement, il y a des choses qui sont encore faisables. Donc on est sur du psychologique. Donc ça va dépendre de la psychologie de chacun, de ce qu'on va écouter ou pas dans les médias, de ce par quoi on va se laisser influencer ou pas. Voilà. Et des vrais besoins qu'on a ou pas. Parce qu'à un moment, quand on divorce, par exemple, ou quand on est muté, psychologie ou pas psychologie, et qu'est-ce qu'il dit sur France Inter ou sur BFM, il faut acheter, il faut vendre. Voilà. Bon, ça c'est un premier aspect. Par contre, on a connu sur 2 années des effets identiques, mais avec des raisons différentes. C'est-à-dire que si on caricature, l'année 2022 a été grippée pour un problème purement technique. C'est-à-dire ce qu'on appelle typiquement le taux d'usure. Okay, remontée des taux très, très importante, parce que en gros, c'est en 2022 que les taux sont remontés. En 2023, la hausse, les peanuts, elle est effectivement tout à fait acceptable sur 2023. Si tout était remonté comme en 2023, je pense que tout serait bien passé. Sur 2022, 23, 24, 25, sur 3-4 ans. Le second semestre 2022, effectivement, là, ça a commencé à être très, très, très significatif. Mais on a une très tôt, on l'a prise très forte en 2022. Il faut savoir que le marché français du crédit est très particulier, parce que je crois qu'on est les seuls dans le monde à pratiquer ça. On a un taux d'usure, c'est-à-dire un taux maximum auquel on peut vendre l'argent. Et donc, de fait, comme tout commerçant, si on caricature encore une fois, comme tout commerçant, un banquier qui achète de l'argent à 0, qui peut le revendre à 2, il le fait. Il achète de l'argent à 2, il peut le revendre à 2, il le fait pas. Pas de marge, il ne vend pas. Il sort les yaourts, il sort les Coca-Cola, il sort du rayon, et il ne vend plus. Il vend autre chose, comme tous les commerçants. Voilà. Et l'État n'ayant pas mis de démarche en avant en disant aux banquiers, vous vendez à perte ou vous vendez sans marge, parce qu'ils avaient les moyens financiers de le faire, vu les bénéfices que font les banques, ça aurait pu être envisageable. Ni l'État n'a demandé, ni les banques n'ont pris l'initiative de dire nous, on ne marge pas, mais on continue à faire du crédit. Donc, techniquement, on a eu ce taux d'usure qui a bloqué tout le monde. Pour faire simple, si on caricature encore une fois, toute l'année 2022, on avait des clients qui arrivaient, à qui on disait très bon dossier, apport, revenu, tout va très bien. Taux supérieur au taux d'usure, merci, au revoir, passez caisse. Et là, ils ont mis 6 mois, 12 mois à changer la méthode de calcul du taux d'usure pour arriver à finalement aujourd'hui une situation qui est plus stable par rapport à ça. Et on avait même certaines banques, pour aller plus loin, qui clairement, suite à ces problèmes de blocage de taux d'usure qui ont commencé à survenir fin 2022, du coup, puisque novembre, c'était vraiment novembre-décembre, on commençait à être totalement bloqué,
ainsi que le premier trimestre, puisque la survenue du changement du mode de calcul taux d'usure, c'était février de mémoire 2023. Donc on a eu quelques mois où on était complètement grippé pratiquement sur tous les dossiers, et on a même quelques banques qui, à partir de ce moment-là, fin 2022, nous ont envoyé des communications très claires en nous disant on ne peut plus du tout faire de crédit, au vu des taux pratiqués qui étaient chez ces banques-là, beaucoup plus fort que chez d'autres en plus, et donc elles ont carrément sorti le produit du rayon et suspendu le partenariat, on va dire, prescription. Ces banques-là revenant un petit peu, parce que forcément au bout d'un an, aujourd'hui, elles ont besoin de conquête et de sang neuf, entre guillemets, sur la clientèle, parce que c'est un produit d'appel, le crédit qui, comme on l'a dit, permet d'équiper en transversal aussi derrière pas mal les clients, pour les banquiers. Donc on a eu carrément certaines banques qui ont été également du coup bloquées. On n'était pas les seuls, ça s'est illustré très clairement et beaucoup plus chez certains partenaires qui ont clairement suspendu la production de crédit depuis plus d'1 an. Ouais, à cause d'erreurs humaines ou pas de management, de gestion, de prise de décision par... Puis une certaine lenteur au niveau effectivement législatif, au niveau de la Banque de France notamment. La question que moi j'aurais HSF, encore longtemps, parce que je n'ai pas d'échange avec les autorités supérieures, c'est la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une volonté, et en se disant de toute manière il faut qu'on arrive à limiter les choses, et donc quel qu'en soit le prix, coûte que coûte, et donc il y aura des dégâts collatéraux, et nous appelons dégâts collatéraux, les agents immobiliers s'appellent dégâts collatéraux, merci, au revoir messieurs, c'est pas grave, vous avez joué, vous avez perdu. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est effectivement entre guillemets de l'incompétence ou du manque de visibilité, de se dire attendez, mais si je fais ça, une des conséquences ça va être ça, et voilà. Donc là dernièrement j'ai eu l'occasion d'échanger avec le président des chambres de commerce de France ou le président du MEDEF national, qui ont une vue nationale de tout ce qui se passe. On anticipe entre 150 et 200 000 pertes d'emplois dans le marché de l'immobilier au sens large l'année prochaine. Voilà. Donc, après, en plus, comme il y a des synergies très très longues et tout, c'est clair que les effets de tout ça, on les voit avec le temps. Et du coup, vous avez dit trois facteurs. Donc, pour résumer, il y a l'effet psychologique, le taux d'usure. Et le troisième, c'est qu'effectivement, ça c'est plutôt ce qui se passe aujourd'hui en 2023, c'est qu'effectivement, un client qui avait bâti un projet ou envisagé un projet, ou même parfois avec qui on avait fait un calcul, une étude de financière, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, en 2022 ou en 2021 avec un taux à 1% ou à 2%, quand on le revoit en 2023 pour faire le projet réellement, 6 mois ou un an plus tard, le taux est passé à 3, 4, voire 5. De facto, les chiffres sont plus les mêmes, ça passe plus. Et donc là, on assiste à un nouveau phénomène, et on va parler des perspectives, mais en tout cas, à l'instant T où on parle, les prix de l'immobilier, jusqu'à un passé récent en tout cas, n'ont pas baissé. En tout cas, si on part du postulat que les prix immobiliers ne baissent pas, que le taux de crédit augmente, ma capacité d'emprunt diminue et je ne peux plus acheter le bien que j'ai envie. Voilà. En gros, on a calculé qu'on avait à peu près un bon 20 à 30% de perte de capacité d'emprunt, quand même. Derrière, ce qui est équivalent au moins une pièce dans une maison. Donc quand j'ai un enfant qui arrive et que je souhaite passer d'un mon T2 à un T4, parce que j'anticipe que je vais en faire un deuxième derrière, de toute manière, acheter un T3, ça ne m'intéresse pas. Donc, soit je pars en location dans un T3, soit je me sers dans mon T2 en attendant des jours meilleurs, avec mon bébé qui vient d'arriver. Et j'attends un peu. Et c'est un peu ce qu'on a connu en 2023, c'est une situation d'attentisme. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement... Excusez-moi pour compléter ce que disait Gilles, cette dimension psychologique sur ces clients effectivement qui s'étaient habitués à une situation qui était vouée à se terminer entre guillemets, mais on s'y était tous habitués, on en a tous profité entre guillemets en termes de levier, le crédit étant un levier de financement. Donc ça c'est la première chose, c'est on s'est habitué et aujourd'hui il faut intégrer et ça prend du temps, ces phases de retournement de marché, l'accepter et se dire demain finalement tout ne s'arrête pas, notamment l'investisseur, c'est pas parce que le taux est plus élevé que le levier, à mon sens entre guillemets, dans les analyses objectives qu'on peut avoir en posant les chiffres, notamment par le biais des charges et des intérêts d'emprunt, rester un levier de toute façon le crédit pour financer, mais il faut l'accepter, l'intégrer et se dire que l'indice 100 finalement c'est plus 1, c'est 3, mais quand on est jeune et qu'on a connu que 1, forcément 3, 4, ça paraît démesuré et ça grippe le marché totalement. Il faut du temps, il faut l'inertie. Et il y a cette seconde catégorie de personnes, de clientèle, qui, pour le coup, c'est pas tellement un choix. Elles ont perdu entre 50 et 100 000 euros de capacité, certaines personnes, sur 25 ans, suite à la hausse de taux, 3,5 points d'augmentation. Et là, quand on est dans comme disait Gilles, dans un T2 comme un T3 ou un T4, et qu'aujourd'hui on ne peut plus prétendre avec 20, 30, 40 mètres carrés de moins, et malheureusement, ces personnes sont obligées finalement d'attendre.
Et là, il n'y a qu'une baisse de prix qui pourrait effectivement aligner le marché. On va y revenir sur les ou une baisse perspectives de éventuelles. taux potentiellement qui peut redonner Significative. un petit peu... voilà. Significative. Ok, très clair. En plus, du coup, dans cette situation, les personnes, soit elles vont rester, comme on est en train de le dire, soit elles vont repartir en location, comme vous l'avez dit, mettant la pression sur le marché locatif. C'est ce où qu'on on vit manque de actuellement. logement. Et donc, du coup, c'est vraiment une cacophonie qui a été créée, volontairement ou pas, par incompétence, qui le sait, le gardera bien pour lui. Mais bref, la situation est assez complexe. Néanmoins, techniquement, à partir du moment où je parle pour un investisseur qui serait aguerri et formé, définit sa capacité de financement correctement à l'instant T, la réactualise tous les mois s'il faut parce que le taux continue à augmenter, est prêt avec une bonne situation à avoir un petit peu de trésorerie de sécurité pour faciliter le financement. Les portes, le système marche. Tient toujours. Voilà, il n'y a pas de blocage purement technique. Super. Du coup, merci beaucoup pour ce résumé de 2023 qui a été haut en émotion. C'est ça. Est-ce que les perspectives 2024, de votre point de vue, vont évoluer? Ça va changer? Dans quel sens? Alors, comme le disait Gilles, effectivement, de la part des décideurs, entre guillemets, des autorités, il semblerait, encore une fois, ce ne sont que du sentiment ou on va dire certains indicateurs nous font penser que ils commencent à prendre conscience, je pense, quand même, un petit peu de tous les dégâts collatéraux et du grippage de l'économie de manière générale, puisqu'encore une fois, le financement et l'immobilier et le bâtiment sont quand même des moteurs très forts en France, en tout cas. Donc, l'inflation, a priori, se stabilisant, il semblerait que les taux directeurs se stabilisent, voire même, partant des États-Unis avec la Fed, et en répercussion au niveau européen et la BCE, voire même, on le regardait encore, c'était ce week-end avec l'OAT, disant où certaines informations, encore une fois, on reste très 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 prudent parce que nul ne peut avoir de visibilité vu ce qu'on a connu cette dernière année, semblerait rebaisser ou sur cette tendance baissière sur les mois qui devraient venir. Mais encore une fois, sans aucune certitude, voire en tout cas une certaine stabilisation. Il semblerait. On arrive enfin sur ce plateau. La stabilisation, on l'a déjà, parce que ça fait déjà 2 mois, je crois qu'il n'y a pas de hausse. Mais intéressant de savoir aux US ce qui se passe. Et bon, effectivement, la France pourrait suivre. Et de toute façon, de manière purement économique en France, effectivement, il faut réémettre de la croissance. Donc à un moment donné, ils vont quand même appuyer sur les effets de levier qu'on a pour émettre de la croissance. Il n'y en a pas 36 000 qu'on connaît. Donc on ne sait pas quand, à un moment donné, il va falloir injecter de l'argent dans la trésor s'ils veulent relancer la croissance. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, à l'instant où on parle, effectivement, on a à peu près 2 mois de stabilité sur les taux. Maintenant, voilà, réalité ou artefact de fin d'année, parce que comme certaines banques n'ont pas fait le crédit pendant 1 an, ils se disent, bon, on en fait quelques bricoles avant de finir l'année, donc on ne remonte pas les taux. Voire quelques baisses, Gilles. Exceptionnellement, depuis 1 an et demi, on n'en avait plus vu du tout. Certaines banques revenant sur le marché ont eu des petites rebaisses. On fait 0,10. C'est psychologique. Ouais. On ne sait pas, comme dit Gilles, si ça continuera. Mais en tout cas, c'est un effet quand même qui est inédit et qui est plutôt positif psychologiquement, encore une fois, pour tout le monde. L'autre indice qu'on a, taux directeur, on a un taux directeur important qui est l'OAT à 10 ans, qui est le taux de refinancement de l'État français sur des emprunts de 10 ans et qui est un bon indicateur de ce qui se passe en immobilier en général. C'est ce taux qui avait pris 3,5 ou 4 ou qui a pris 3,5 ou 4 en 1 an et quelques, a rebaissé de plus de 0,5, effectivement 0,7 points en 15 jours. Ok. Donc on est sur quelque chose pareil, artefact ou pas, ou début d'une... On ne sait pas. Conjoncturel, on ne sait pas. Donc voilà, on surveille ça. On entend aussi parler, suivant les sources, etc., de baisse de prix de l'immobilier. Alors suivant les régions, suivant les produits, de 5, 10, voire 15% sur certains marchés. Donc en fait, moi, ma perspective pour 2024 redevient relativement positive ou optimiste, puisqu'en gros, on pourrait avoir un marché avec 3 tiers d'efforts, une rebaisse un petit peu des taux d'intérêt, 0,5 ou 1 point, une baisse du prix de l'immobilier,
et éventuellement des emprunteurs qui, voyant les rebaisses, étant peut-être contraints aussi à prendre des décisions, ayant été attentistes depuis suffisamment longtemps. Il a intégré cette hausse finalement. Voilà, et ayant intégré cette hausse et des hausses générales, puisque de toute manière l'inflation depuis 2 ans a fait augmenter tous les prix. Donc si je reprends un emprunteur qui était prêt à mettre 1 000 € il y a 2 ans, qui, avec la hausse des taux, pour acheter le même produit, aurait dû faire par exemple une mensualité à 1 300 ou 1 400 €, n'y serait pas allé. Si le produit baisse un peu, le bien que je veux acheter baisse un peu, j'ai plus besoin que de mettre 1 200. Si le taux d'intérêt baisse un petit peu, j'ai plus besoin que de mettre 1 100. Et finalement, au lieu de mettre 1000, je mets 1 100. 2 ans plus tard, vu ce qu'il y a eu, je vais peut-être y aller. Voilà. Donc je me dis que si tout le monde fait un peu des efforts, on peut peut-être avoir quelque chose qui reconverge sur les... Et dernier élément très important, les banques. Les banques commencent, en tout cas c'est les messages qu'on a qui sont plutôt positifs, qu'on n'avait plus depuis une grosse année quand même, retrouvant de la marge, mais remettre, comme disait Gilles, le produit sur le rayon. Et commence à avoir un discours plutôt positif et taux d'intérêt. Un peu plus élevé, ça met la marge. Donc le taux du jour n'est plus bloquant à ce jour, pratiquement plus bloquant, sauf sur des personnes très âgées ou avec des grosses problématiques assurantielles ou autres, mais en général on n'est plus trop bloqué. Donc ça c'est le dernier point positif aussi, puisque au-delà des taux et des emprunteurs, on avait quand même des banques qui avaient fermé les robinets. Et je pense qu'il y a aussi une forme de synergie, d'éducation, ça prend un peu de temps, mais ne serait-ce que les investisseurs. Au bout d'un moment, de plus en plus de personnes vont comprendre que le taux, qu'il soit à 3, à 4 ou 5, ça n'a pas d'importance parce que le coût total du crédit, on ne va pas le garder sur 25 ans. À un moment donné, on va revendre et dans tous les cas, les taux d'intérêt, on peut les défiscaliser selon les régimes au réel qu'on met en place. Donc bon, ça coûte plus cher d'un côté, de l'autre côté... On peut renégocier un crédit aussi, parce que 25 ans, c'est long. On a connu ces phases baissières, on les connaît plus depuis quelques années, bien évidemment les taux étaient en plancher, mais demain quand ça redescendra, parce qu'à un moment ça redescendra, peut-être pas au niveau qu'on a connu historique, mais ça se stabilisera, voire ça descendra un petit peu, on peut toujours aussi aller voir son banquier, voir un courtier pour aller voir la concurrence, et renégocier les conditions. Rien n'est figé. Ça, c'est pour le taux d'intérêt. Et après, le prix, moi, j'attendrai pas trop après la baisse, parce que selon certaines villes et tout, j'y crois pas trop, sauf s'il y a eu vraiment des bulles dans des grandes villes. Mais ce que nous, on voit déjà au quotidien, c'est que le pouvoir de négociation, il est beaucoup plus fort. Donc, on ne verra pas forcément une baisse au niveau national sur les moyennes, des grands médias. Mais en tout cas, si on prend à l'unité les transactions, on peut faire de belles négociations et de gagner 10, 20, 30 000 euros en faisant des offres et en expliquant. Mais forcément, donc, vu ce que vivent les investisseurs, effectivement, Julien, ou les acquéreurs, blocage crédit, ça se répercute de fait sur les vendeurs, bien évidemment. Donc le marché, il est grippé, les biens ne se vendent plus. Et donc les vendeurs commencent à accepter, il a fallu un an quand même. Oui, mais c'est à leur place, parce une baisse de prix. Je mets en vente un bien en janvier ou au premier trimestre 2023, au même prix que ce il aurait dû être en 2022. Je vais dire, je ne vais pas baisser de suite. J'attends 3, 4, 6 mois, je n'ai pas d'offre, ou j'ai une offre et il a un refus de financement. Donc le temps passe, ça passe vite. 6 mois. Au bout de 6 mois, il va accepter la baisse de prix. Mais au début, tout le monde attend de voir comment ça va se passer. À leur place, on ne ferait pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette inertie qui est très longue dans l'immobilier. Mais là, nous, on le voit déjà. Et par rapport à la négociation qui est plus facile, c'est parce que les biens ils sont en vente depuis plus de 6 mois. Et effectivement, comme c'est grippé, que ça ne se vend pas, au bout d'un moment, ils sont obligés. Le discours de nos partenaires immobiliers aujourd'hui, avec qui on échange régulièrement, de faire comprendre sur certains biens, au cas par cas, aux vendeurs, effectivement, qu'il faut peut-être accepter une baisse de prix pour dégripper un petit peu le marché. Absolument. Super intéressant. On a vraiment, je pense, bien dégrossi un petit peu à la fois le métier, à la fois la situation et même les perspectives futures. Ce podcast s'appelle Les Pépites de l'IMO. Je ne vous en ai pas parlé, mais je vais vous demander 2 pépites, une chacun. La pépite, alors c'est pas vous, c'est plutôt, le conseil, la recommandation, l'idée phare que vous voulez transmettre aux auditeurs, donc qui sont des personnes qui font majoritairement des investissements immobiliers. On peut tomber sur quelques personnes qui s'intéressent au courtage pour la résidence principale, mais majoritairement c'est dédié, c'est une chaîne sur les investissements. Qu'est-ce que vous pourrez recommander de votre expérience, de votre perspective à ces personnes qui veulent se lancer l'année prochaine dans l'immobilier ou faire un futur investissement? Je commence. Allez-y. Première pépite, merci Gilles. Mais si, c'est pour ça que je commence. Moi, je resterai sur le mot d'ordre confiance. Confiance, restez confiants les investisseurs. Le crédit reste un levier, notamment quand on est investisseur sur des biens locatifs, puisque encore une fois, tout se déduit en termes de charges, ça reste un levier. C'est quand même une spécificité de pouvoir acquérir un bien pratiquement sans apport.
ça reste encore pratiquement possible, même si ces notions se sont encore un petit peu resserrées cette année. Donc restons confiants, restez confiants. Nos métiers sont quand même assez conjoncturels, les politiques bancaires sont quand même assez conjoncturelles. On espère voir un petit peu le bout du tunnel, enfin, de cette année qui a quand même été très 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 particulière pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Et donc je dirais que l'année prochaine, on a bon espoir que tout ça s'assouplisse et que les taux se stabilisent et donc le crédit redevienne le levier qu'on a pu, peut-être pas dans la même mesure qu'on a connu bien évidemment, mais redevienne le levier et le moteur de l'économie pour les investisseurs. Et donc, restons confiants, ça veut dire que demain, vous serez amené à présenter votre dossier de crédit. Et donc, gardez bien à l'esprit les fondamentaux qu'on a toujours appelés, qui sont la composition d'un dossier en bonne et due forme. Ça veut dire, aujourd'hui, le banquier il ouvre le dossier, c'est plus tellement les revenus ou autre, c'est déjà la gestion des relevés de compte. Ça, on le répète à chaque fois qu'on voit nos clients ou nos partenaires, la gestion des comptes créditeurs. Attention au saut de charge, l'épargne que vous allez placer tous les mois ou mettre de côté. Aujourd'hui, je paye 1 000 € de loyer. Demain, je prétends pouvoir payer 1 500 €. Mais cette différence qu'on appelle le saut de charge de 500 €, prouvons bien aux banquiers sur les 3 derniers mois, on ne demande que 3 mois. C'est quand même peu pour bien préparer un dossier. Donc, pas d'incident bancaire. Gestion des comptes, bien sûr, toujours pareil, la pérennité des emplois, si possible, pour peu qu'un CDI soit plus pérenne. Mais en tout cas, le normatif continue à faire penser aux banquiers, en tout cas, qu'un CDI est mieux qu'un indépendant qui a 1 an, ou un auto-entrepreneur, ou un CDD, ou un intérimaire, etc. Donc, la nature de l'emploi, même si on ne décide pas toujours. Le taux d'endettement, 33-35%. On commence, bonne nouvelle également, à avoir certains partenaires qui nous disent on commence à avoir de nouvelles marges de manœuvre au cas par cas pour aller chercher ces dérogations au-delà des 35% qui étaient bien réels, mais que les banquiers n'allaient pas chercher clairement et qui étaient réservés essentiellement sur à la résidence principale. Certains banquiers commencent à nous dire on peut remonter jusqu'à 37-38 sur des beaux dossiers, voire 39. Je viens de sortir un dossier très concrètement tout récemment, un beau dossier au-delà de 40% d'endettement. Ça fait bien longtemps qu'on n'osait même plus présenter ces dossiers sur un normatif très rigide. Donc voilà, la confiance et restons bien attentifs pour présenter vos dossiers demain aux fondamentaux, on va dire, de la présentation de dossiers de crédit. Faire les choses, se professionnaliser, respecter les règles de base. Exactement. Très clair, merci beaucoup. Parce que demain, quand ça va se relancer, pour terminer, qu'on va vouloir présenter ce dossier et que vous, investisseurs, allez revenir sur le marché parce qu'on va comprendre finalement et on va intégrer cette hausse et ça va redevenir moteur. Si on n'a pas travaillé ces dossiers en amont, on sera bloqué parce que c'est pas parce que les banques commencent à reprêter que le normatif bancaire va s'assouplir pour autant. Et puis même, je pense d'un point de vue global, tendance à resserrer le normatif. Comme vous dites, ça sera de plus en plus professionnel, avec des normes de plus en plus fortes. Et effectivement, même si les ventes se réouvrent, il faudra rentrer toujours dans ce cadre, même s'il va y avoir des exceptions avec les taux d'endettement. L'apport étant quand même de plus en plus, je le dis juste pour les investisseurs, on s'est habitué à faire beaucoup de 110%. Le prix du bien plus les frais annexes, 10% en général, dans l'ancien 110%. L'apport étant quand même de plus en plus requis en termes de risque, au moins les frais. C'est même pas un problème parce que ça reste quand même la France, l'unique pays au monde où on met 10% d'apport sur du 25 ans. On revient à des choses un peu plus raisonnables, tout simplement, mais pas délirantes non plus. Tout à fait, mais c'est quand même un paradis du financement. Donc, il y a du challenge. Bonne chance. Je remets le challenge, parce que je suis comme ça. Donc en un mot, pour résumer ce que dit Christophe, c'est la préparation du dossier qui est très importante. Donc premier élément par rapport à cette préparation, évidemment, Pépite, contactez-nous, c'est obligé, comme ça on vous aidera à faire l'étude financière, à préparer tout ça. La bonne nouvelle aussi. En amont, et pas 2 mois après. Continuons à faire des études en amont, en valider les enveloppes. Ça, de toute façon, nous, on vous envoie déjà des élèves. Ils peuvent vous contacter Access Finance, on mettra même le site si vous voulez. L'étude n'est pas facturée en général. C'est du conseil.
Nous, l'objectif, c'est que notre emprunteur, le candidat à l'emprunt, réussisse son opération. Donc, on va le préparer, le coacher, s'il accepte nos conseils, le coacher pour qu'il mette toutes les critères au vert pour pouvoir ensuite présenter son dossier. Mais ça, il faut le faire en amont, et effectivement, pas en ayant déjà un compromis signé, et on arrive sans apport, sans épargne, voilà. Donc, il faut qu'on discute de ça en amont. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, blague à part, c'est quand même important, dans le cadre de la préparation, de se faire appuyer par des professionnels, je pense que c'est pas mal. Deuxième aspect très important également, la bonne nouvelle d'avoir connu une période difficile, c'est que de notre côté, comme du côté de certains partenaires prêteurs, on a cherché des solutions. Des solutions diverses et variées, je ne vais pas les lister ici, mais bon, un certain nombre de solutions qui permettent de sortir ou de compléter le crédit bancaire immobilier classique par d'autres solutions éventuelles. Crowdfunding. Voilà, éventuellement, parfois des crédits consommation qui se font sur des 10 ou des 12 ans, donc finalement, quelque part, parfois ça marche très bien avec ça. Des solutions de restructuration de crédit qui permettent de reprendre certaines dettes, des solutions de financement pour des SCI, donc dans certains cas ça peut passer, voire pour des sociétés marchands de biens. Voilà, on a différentes sociétés commerciales, donc on a différentes solutions qui peuvent se présenter, du prêt hypothécaire, enfin bref. Donc les solutions annexes ou connexes qui peuvent se présenter, qui peuvent être palliatifs ou remplacer le crédit bancaire classique, immobilier, ou qui peuvent venir en complément, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est des choses qu'on peut intégrer dans notre étude, et donc le fait d'avoir un petit peu ouvert nos chakras sur d'autres solutions, tant encore une fois de notre côté qu'au niveau de nos partenaires prêteurs, fait qu'on peut arriver, et que ces produits-là, ils ont été créés, ils existent, et donc on peut aujourd'hui les conserver dans la gamme et les proposer à nos partenaires, nos clients emprunteurs. Et le troisième aspect, moi spontanément, alors je ne suis pas un grand spécialiste de l'immobilier, c'est plutôt votre partie, mais moi j'inviterai vos élèves ou vos followers à surveiller un point important. Il n'est pas impossible que dans les mois qui viennent, compte tenu des restrictions qui se présentent sur les biens en location, sur certains DPE, qu'il y ait des propriétaires qui déstockent tout ou partie de leur patrimoine ou de leur parc immobilier. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, voilà. Et donc là, il y a peut-être des choses à réfléchir, avec une dose de travaux, bien évidemment, parce que sinon, on ne sera pas plus capable de louer que le précédent propriétaire, bien sûr. Avec une dose de travaux, il y a peut-être des coûts à faire et des propositions à faire. Et donc, du coup, réfléchir autour de ça et pouvoir apporter, donc après quelques travaux, pouvoir aussi travailler sur différentes solutions fiscales derrière, donc soit du LMNP, soit du déficit foncier ou d'autres solutions comme ça, voilà. Donc il y a peut-être aussi des opportunités qui peuvent arriver de ça. Voilà. Donc pour conclure aussi, dernier point, je reprendrai une expression d'un agent immobilier qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, qui nous disait c'est aussi l'année où il faut oser. Oser se positionner, oser faire des propositions. Vous le disiez, de temps en temps, faire des offres. Voilà, oser nous contacter et oser poursuivre son projet, même si on a été un peu sclérosé ou un peu rafraîchi sur l'année 2023. Arrêtez de regarder BFM et, voilà. Et se concentrer sur ce quoi les gens ont un pouvoir d'action. C'est ça. Exactement. Voilà, ce que je veux dire. Merci beaucoup. Quelques mots, avec plaisir. Merci beaucoup, Julien. À tous les deux, c'est un véritable plaisir. Partagé. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos avec grand plaisir. Bien sûr, on est à votre disposition. Merci.